Voilà, alors bonsoir à tous. Ouais, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons commencer, nous allons faire notre deuxième cours sur la préparation de Pessah 5784. D'accord? Donc, il va y avoir un certain nombre de cours. Ce sera, voilà, cours 1, cours 2, cours 3, etc. Ils seront donc, on va basculer en replay sur YouTube. Si vous arrivez à être là, c'est magnifique. Sinon, ça sera en replay, pas de souci. On prend aussi les attachés, je pense, des halakhot. Des halakhot, les attachés, j'aimerais bien aussi qu'on revoie la Haggadah dans les mots, bien dans le détail, avec plein de choses. Et aussi, Bli Neder, comment est-ce qu'on fait le Seder de Pessah, pas à pas, étape par étape. Ça peut servir de le réviser. Très bien. Hametz, donc, cet ami, j'ai intitulé le cours Hametz, cet ami, un ami serviable et chaleureux, mais tellement dangereux. D'accord. Donc, on va essayer. Et comment s'en préserver? Sous-entendu, comment se préserver du Hametz pour la fête de Pessah, bien sûr, essentiellement. Très bien. Donc, Pessah résonne avec l'annulation du Hametz. D'accord? L'annulation du Hametz. Le bitul Hametz. Le bi'ur, la destruction. Bi'ur. La mitzvah du bitul Hametz se formule à travers la bénédiction du bi'ur Hametz. Le bi'ur, levaer, c'est détruire. D'accord? Donc, et à ce titre-là, le ménage de Pessah, en fait, est une action qu'on fait pour justement se réveiller à l'idée qu'il faut que je me sépare du Hametz. Il faut que je me prépare à une séparation du Hametz pendant les 7 jours de Pessah. Donc, déjà, première chose, quelque chose qu'on consomme toute l'année, tout à coup, il faut l'éliminer, il faut le détruire. Étonnant. C'est étonnant. Tu me dirais, bon, il faut éliminer, je sais pas, les virus qu'il y a dans l'air, dans la maison, les acariens, il y a des scorpions, il y a des serpents, il y a du cyanure. Voilà, on a découvert qu'il y a du cyanure dans les eaux qu'on a achetées. Il faut éliminer les eaux. Je comprends. Parce que en soi, c'est quelque chose de dangereux et de magique et de néfaste. Mais le Hametz, je comprends pas. Toute l'année, on patauge dans le Hametz jusqu'aux oreilles, et aucun problème. Et 8 jours, c'est public enemy number one. C'est la chose la pire au monde, c'est le Hametz. Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des Haramim? Ils se sont réveillés, je sais pas. C'est bizarre. Ça, c'est très étonnant déjà. D'accord? Donc, il va falloir comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'on a un ami serviable et chaleureux toute l'année? Serviable, parce que ça nous sert. On mange du pain, voilà, ça nous permet voilà, le pain, pas de chachrit, la misale pas de chachrit, ça enlève, je sais plus combien, 185, 230 maladies, celui qui mange, fait aussi le matin, donc ça nous sert le chametz, d'accord, du bon pain bien dodu, tout frais, là, avec une bonne salade de tomates, un peu de fromage, ça y est, on est dedans, quoi, d'accord? Donc le chametz, il nous sert toute l'année. Il nous sert à embellir les mitzvot liées à la gastronomie. Ça veut dire il nous sert à donner du goût aux mitzvot. La challah, elle est bien dodue comme ça, elle sent bon, elle est toute chaude, tac. On fait moti sur la challah, donc ça nous sert. Et c'est chaleureux. C'est chaleureux, c'est en fait, je voulais pas mettre le mot, mais parce que c'est pas un ami, c'est pas confortable. Mais le chametz, en fait, c'est confortable. C'est agréable, c'est confortable. C'est ce qui donne du goût à la vie. D'accord? Euh, on dit que quelqu'un qui se sent pas très bien, moi j'en ai fait l'expérience avec moi ou avec un enfant. Quelqu'un qui se sent pas très bien, voilà, il est dans le doute, il traverse des épreuves, etc. Voilà, tu le prends, tu l'amènes, enfin, on se fait un bon resto. Un bon resto. D'accord? Après, tu vas au magasin, tac. Tu claques de l'argent. Achète ce que tu aimes, ce que tu as besoin, ce qui te fait plaisir. C'est Hamet. Moi, j'ai pas besoin, mais ça me fait plaisir, je me l'achète.
D'accord? Donc le Hametz, c'est un ami, il est serviable, c'est-à-dire il nous sert à faire des mitzvot, a priori. Il nous sert dans beaucoup d'occasions de la vie. Euh, il est confortable. Et voilà, quand on n'est pas bien, c'est pas le moment de faire Adam qui a Boel, étudier la Torah, ça veut dire tu dois mourir dans l'attente de la Torah. Pas de bébé la Torah, elle va la rester chante. Tu manges un bout de pain rassis et un petit peu d'eau et deux verres d'eau. C'est pour plus tard, c'est quand tout va bien. Quand tout va mal, Hametz, le confort, le resto, les cadeaux, tu te fais plaisir, tu fais passer la carte bleue. Donc le Hametz, c'est génial en fait. Mais non, le Hametz, c'est un vilain garnement qu'on met au placard pendant Pessah. Et il faut comprendre pourquoi tout à coup, c'est apparemment un ennemi si dangereux, qui ne dit pas son nom et qui cache bien son jeu. Donc ça, c'est la première dimension du Hametz. C'est en fait un schizophrène, le Hametz. C'est un schizophrène qui, présente une devanture extraordinaire, mais dès que vous tournez le dos, il vous met un coup de couteau dans le dos. Donc il faut comprendre c'est quoi le Hametz. Vraiment, il faut bien comprendre. Le Hametz, d'abord techniquement, c'est le résultat de la fermentation d'une pâte, d'accord, d'une farine de blé qui a été mélangée avec de l'eau, qu'on a laissé reposer. Il le levait plus qu'il n'en faut, et à l'enfournement, ce que ça va donner, c'est que ça va donner ce côté, en fait, joufflu du pain, gonflé. D'accord? Il gonfle. Ça. La pâte ne s'arrête pas de gonfler, de gonfler beaucoup plus que ce qu'il en faut, en fait. Parce que déjà, 18 minutes, on aurait pu arrêter de faire reposer la pâte, on l'enfourne, ça donne une matzah. Il n'y a pas ce côté moelleux, c'est craquant, d'accord? Ça casse les dents. Et puis, il y a cette espèce de goût aride, espèce de yavèche, sec, d'accord? Ah, une petite question Et les technique. deux, c'est du pain. C'est ça qu'il faut comprendre. Les deux, c'est l'achmania. Un, c'est alachmania, un pain de pauvreté. Et l'autre, c'est lechem, voilà. The lechem. Allez-y, je vous écoute. Non, le Hametz, c'est la farine ou la pâte? C'est la pâte. La pâte. Pâte, la farine de blé. La farine de blé. La Non, mais farine qu'importe la farine, c'est pas la farine, c'est la pâte faite à partir de la farine. avec l'eau, bien sûr. C'est la pâte Et avec l'eau. avec la levure. Avec la levure, bien sûr. Avec la levure, avec l'eau, avec la levure, bien sûr. Euh, la farine de blé, elle va servir aussi bien pour faire du chametz que de la matzah. On prend la même farine, Voilà. d'accord? On prend la même farine. Cette différence au niveau qu'en fait, c'est comme un médicament. C'est comme si d'un côté, on ne nous donne que le principe actif du médicament. Et de l'autre côté, on nous donne le principe actif, mais avec des excipients. Les excipients, c'est ce qui va enrober le médicament et qui va faire qu'il va pouvoir passer dans l'organisme. Mieux. Il n'a pas un bon goût, on met des excipients aromatisés, goût fraise, goût menthe, goût. Donc on a l'impression de manger de la fraise, de la menthe, mais en fait, on mange le principe actif du médicament. Et en fait, toute la compréhension de ce que c'est que la notion du Khamel, c'est qu'il va nous réveiller en fait sur le travail à faire pendant la fête de Pessah pour faire une mise à jour un peu de notre spiritualité pour l'année à venir. Toute cette compréhension de vraiment la Avodat Hashem, le service divin rattaché à Pessah, il vient en fait de cette différence qui fait que c'est du Hametz ou de la matin. C'est l'aspect nécessaire ou l'aspect superflu. Et à partir de là, j'ai dressé un tableau à deux colonnes où on va voir sur quoi résonne en fait, au niveau des champs sémantiques, des champs lexicaux, au niveau des champs de conception, sur quoi ça résonne la notion de nécessité. Et avec quoi? Avec quel autre concept ça résonne la notion de nécessité et avec quel autre concept ça résonne la notion de superflu. D'accord? Donc, au niveau de n'est pas nécessaire, d'accord? On peut mettre dans la case de ce qui n'est pas nécessaire ce qu'on appelle le confort. Le confort. Le confort, en fait, ça va être un ensemble d'éléments
qui vont améliorer ma qualité de vie, mais pas de manière nécessaire. C'est-à-dire que même si j'avais pas ces éléments de confort dans ma vie, j'aurais continué à vivre une vie saine et épanouissante. C'est pas maintenant, je vis une vie complètement tordue, tout va mal, et on m'apporte quelque chose, on se dit non, bah, ça c'est du confort. Non, c'est, Habibi, c'est pas du confort. Là, on est en train de te sauver la vie, là. Sans ça, tu crèves. Donc, le confort, c'est que même si je l'enlève, j'ai quand même une vie. Ah, j'ai quand même une vie? Ouais, mais je suis en train de tomber malade, je suis en danger. Non! Tu as une vie saine et épanouissante. C'est-à-dire que tu n'es pas en danger, tu n'es pas en train de tomber malade, tu n'es pas en train de mourir, même sans ce confort-là. Je dis, mais alors, c'est à quoi ça me sert le confort? Bah, tu viens de comprendre. Le confort ne sert à rien. Tu viens de comprendre. Sauf dans le cas de quelqu'un pour qui c'est difficile le strict minimum. Et donc, le confort qui, a priori n'est pas nécessaire et à l'origine, il est même inutile, pour vivre, hein, je parle. Pas pour kiffer. Pour kiffer, c'est nécessaire et ultra utile. Mais pour vivre simplement, d'accord? Celui qui ne se satisfait pas de ce qu'on va appeler le confort minimum, d'accord? De ce qu'on va appeler plutôt, pas confort minimum, c'est pas une bonne appellation, de ce qu'on va appeler le strict nécessaire. Pour vivre, pas pour être malade ou commencer à mourir, non, pour vivre une vie saine et épanouissante. Celui qui ne se satisfait pas de ça, à ce moment-là, le confort rentre dans son strict nécessaire. Ça reste du confort, mais en fait, il en a fait une nécessité. Donc, on vient de définir quelque chose de très important. C'est que par rapport à la qualité de vie, on parle donc de qualité de vie, on parle pas de survie d'accord, on parle de qualité de vie. Le confort, c'est quelque chose qui va améliorer, de manière drastique d'ailleurs, ma qualité de vie. Mais en fait, et donc ça veut dire donc que si on l'enlève, je tombe dans ce qu'on appelle le strict nécessaire pour vivre. Ça, c'est une première différence. Deuxième différence importante, c'est que à force de s'habituer dans nos sociétés, ou alors de par l'éducation que j'ai reçue, ou alors de par le fait d'avoir vécu une grande pauvreté et maintenant je préfère vivre dans une grande richesse, il y a plein de stratégies, d'accord? Ce confort, à un moment donné, je peux en faire moi-même, je décide qu'en fait, il est nécessaire. Ça reste du confort, mais j'en fais une nécessité. D'accord? Donc, manger du pain euh, bien dodu, qui a du goût, voilà, tout chaud, qui sent bon, qui sort de l'enfournement, avec des petits goûts, avec des petites, ils font du pain avec des petites céréales, avec du pain. Je parle pas maintenant de quelqu'un qui aime pas le pain blanc parce qu'il sait que c'est pas du tout sain de manger du pain blanc et qui mange plus du pain complet aux quatre céréales. Non, ça c'est pas du confort. D'accord? Ça, c'est pas du confort. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, aujourd'hui, le pain blanc, déjà. Chachamim, dans la Gemara, c'est marqué qu'on doit plutôt manger du pain noir que du pain blanc. C'est marqué dans la Gemara, par exemple, dans Kiddushin 14b, Eved Ivri, d'accord? C'est pas page 14b, c'est plus loin, mais c'est dans cette suga de Eved Ivri, page 14b dans Kiddushin, que quand on a un esclave, un serviteur juif qui travaille à la maison jour et nuit, et qu'on a du pain blanc, du pain noir, on donne le pain noir, le pain complet, blé complet, on donne le pain noir au serviteur juif, à l'esclave. Et pour soi, on garde le pain blanc. Alors que, parce que la Gemara montre que le pain noir, le pain complet, c'est quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus qualitatif. D'accord? Donc, quelqu'un qui aujourd'hui dirait, non, mais je préfère manger du pain complet que du pain blanc, ça s'appelle pas du confort. Parce qu'à la base, c'est beaucoup plus sain de manger du pain noir. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, après avoir fait une étude approfondie, d'accord? Tout le monde s'accorde à dire qu'aujourd'hui, les industriels ont fait tellement n'importe quoi avec les champs de blé que le pain blanc, c'est pas sain du tout. C'est vraiment, ça va contre la santé. Et en fait, même le pain complet, il y en a qui disent qu'ils ont tellement trafiqué à la racine les grains de blé que même le pain complet, c'est très, très difficile de trouver un pain complet qui soit sain. Bref, ça, c'est une autre question. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est ça. Il y a des choses j'ai ma vie, et puis,
il y a ce que je rajoute, mais en fait, même si j'avais pas ça, au fond, j'aurais ce qu'il faut pour vivre, pour manger, pour me vêtir, pour mes vêtements, pour mes couvertures, pour mes médicaments. Et franchement, j'ai une vie correcte, saine et épanouissante. Je vais pas ni tomber malade, ni mourir. Donc, c'est important de comprendre que le Hametz, en fait, c'est quelque chose d'inutile, quoi, à la base. C'est quelque chose qui est pas utile et c'est quelque chose qui vient en plus. D'accord? Ça, c'est une notion qui est très importante parce que ça va nous permettre de comprendre qu'est-ce qu'on doit travailler à Pessah et c'est vraiment la base. Ensuite, la notion, donc, on l'a bien compris, la notion de confort, elle est rattachée, comme vous le savez, à la notion de matérialité. Comment j'améliore mon confort dans ma vie? En augmentant la masse de matériaux, de matériel dont je dispose pour vivre. Ou en augmentant la qualité des matériaux, la qualité des éléments matériels qui peuplent ma vie. La maison, d'accord, c'est pas la peine de détailler. Je suis propriétaire ou pas. Un duplex, plusieurs étages. Qu'est-ce que j'ai dans la maison? Est-ce que j'ai une piscine? Est-ce que j'ai un home cinéma au sous-sol? Est-ce que j'ai voilà, est-ce que j'ai un studio d'enregistrement au grenier? Est-ce que je connaissais quelqu'un qui avait 16 pièces, d'accord? 16 pièces pour les invités. 16 pièces. Il y avait un château. Pour faire la mitzvah de Akhnasat Orchim. Mais 16 pièces quand même, c'est assez confortable. Tu dis dans quelle chambre je vais dormir ce soir, tu vois. Ça veut dire, etc. Pareil, la voiture, d'accord. On peut aller loin dans les voitures. Qu'est-ce qui est nécessaire? D'accord. Est-ce que j'achète la voiture toute option, dernier modèle, etc. Alors qu'en fait, je suis moi et ma femme et j'ai acheté une voiture à 7 places. Je sais très bien que pour moi, j'en ai pas besoin. Maintenant, je peux faire des mitzvot avec. D'accord? Je passe dans toute la ville, je ramasse les juifs qui vont à la tefila, etc. Bien sûr, je peux cachériser. Si c'est vraiment pour ça que je l'ai acheté, c'est super. Mais si c'est pour moi que je l'ai acheté et qu'après je cachérise, je mets un paravent en disant non, mais c'est pour faire les mitzvot, je ramasse les rabbins à gauche à droite, les kollelman, etc. Faut faire attention. Est-ce que pour toi, réellement, tu as besoin d'une voiture à cette place ou même d'une super voiture, d'une Porsche décapotable ou je sais pas quoi? Est-ce que tu as besoin de ça pour aller au travail? Ou non, tu n'en as pas besoin. Il va falloir commencer à faire un bilan, en fait, quels sont les éléments de matérialité dans ma vie qui sont, en fait, du strict nécessaire. C'est-à-dire, sans ça, je ne pourrais pas vivre une vie saine et équilibrée. Et quels sont les éléments qui sont là, qui sont, en fait, des figurants en surplus. Parce que s'ils sont simplement là comme figurants en surplus, bon, bah, ça ne me dérange pas à la limite. Je peux les ignorer. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est là qu'il devient dangereux le travail. Ces figurants-là, ils vont me donner des ordres. Ils vont commencer à influencer ma vie. Et on va voir que cette influence, elle va aller dans le sens où ils vont commencer à s'interposer entre moi et Dieu, entre moi et ma spiritualité. Ils vont prendre le contrôle de ma vie et ils vont me détourner du chemin d'achat. Et c'est ça. C'est ça, cet ami tellement serviable, tellement chaleureux, amical, mais qu'en fait, il est dangereux. Mais ça se voit pas au début. C'est à la fin. D'accord? Donc, quel est mon niveau de confort aujourd'hui? Quel est mon niveau de confort? D'accord? On va dire que 100%, c'est le strict nécessaire. Ce qu'il te faut pour vivre, ça s'appelle 100%. Voilà. T'as ce qu'il te faut pour vivre. Tu manges à ta faim, tu peux t'acheter des légumes, des produits sains. T'es pas obligé de manger tous les jours au McDo ou à la shawarma parce que t'as rien, t'as pas d'argent pour ça. Tu peux t'acheter des légumes. Vous savez, c'est pas compliqué de manger ça, hein. C'est essentiellement des légumes cuits, des soupes, un petit peu de maisonnottes, quelques fruits. Voilà, on mange sainement, d'accord? On boit de l'eau. Donc, euh, donc ça, c'est 100%. Ouais, t'as une maison, t'es pas dans la rue. T'as de quoi arranger tes livres. T'as une table pour t'asseoir pour étudier, c'est important. T'as un lit, un matelas, un oreiller, t'as quelques couverts pour manger, d'accord? Si vous voyez les maisons des Talmidei Chachamim, waouh, baba salé, truc, vous avez une table de cuisine, mais vraiment une table. C'est pas, on va dire autre chose, c'est une table, voilà. Vous avez deux chaises, une pour l'une, une pour sa femme, en bois, c'est un d'accord? Après, vous avez deux assiettes, deux fourchettes, deux couteaux, deux verres. Et un cadre. Parce que oui, pas de bémélar Torah, à la restichat, ve kad maïm tishte. C'est la Mishnah. Un bout de pain, d'accord, tu dors par terre, en fait, c'est-à-dire ta couche, elle doit être par terre, ton matelas, et tu as un cadre. Un cadre, c'est un bro.
Il avait 3-4 verres d'eau. Et c'est tout. C'est tout. Baba Salé, il se posait la question. Il avait fait la chalade avec Dolim. Il avait dit, voilà, je crois qu'il avait 2 pièces, je crois. Et il avait, Baba Salé, c'est quelqu'un qui était richissime, qui avait des millions, des millions, des millions, d'accord. Quand il est parti de Tafilalet, d'accord, au Maroc pour faire la Alia, il a laissé toute sa richesse aux pauvres. Tous, c'est des histoires connues, ça, hein, qui sont écrites dans les livres sur Baba Salé. Il a laissé tout son argent aux pauvres. Et il est parti sans rien en Israël. Dans la nuit, il voyageait en bateau, d'accord? Dans la nuit, avant d'arriver au port, il y a un malach qui est venu en rêve et qui lui a dit, ne t'inquiète pas, pour ta parnassa, on a déjà commis d'office un torem, un donateur, qui s'occupera tout le temps de toi. Oh, Baba Saleh, il n'avait pas de problème de vitaron, il n'était pas inquiet, d'accord? Mais c'est juste pour lui dire, tu vas arriver, il sera au port, il t'attend, quoi. Et il est arrivé au port, ils ont descendu le pont du bateau, il est descendu. Une des premières personnes qui est venue vers lui, c'est voilà, Baba Saleh, je suis votre Torem, vous pouvez compter sur moi pour tous vos besoins en Israël. Et il a reconstitué une nouvelle richesse en Israël à travers les troumotes, etc. D'accord? Vous savez qu'il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de mitzvah de demander la tzedaka, a priori. Il n'y a pas de mitzvah. Il y a une mitzvah de donner la tzedaka. Il y a une mitzvah de faire les troumotes. Il y a une mitzvah de soutenir l'étude de la Torah. Il y a une mitzvah de soutenir les masot. Mais il n'y a pas de mitzvah de vivre sur la tzedaka. C'est important de comprendre ça. Pas de mitzvah. Vous dites, mais oui, il y a de bonnes questions. Quand la tzedaka, elle vient tout seul, quand vous avez des tormim qui vous courent après pour vous donner, à ce moment-là, il y a oui une mitzvah de recevoir, parce que vous savez très bien que vous n'avez pas besoin. D'où vous savez que vous n'avez pas besoin? Parce qu'aujourd'hui, c'est lui, demain, c'est un autre. Parce qu'en fait, c'est Hachem qui donne. Vous dépendez d'Hachem. Et Hachem, il prend, aujourd'hui, c'est lui, aujourd'hui, c'est un autre, demain, ça sera un autre. Donc vous courez pas après celui qui doit vous donner. C'est lui qui vous court après. Parce que vous courez après Hachem. Et c'est là qu'il y a une mitzvah de recevoir. Deuxième gadère, deuxième définition de la mise à recevoir, c'est quand on a tout fait, on a fait maximum, on a fait shtadlout, les sacrifices à la maison, le frigidaire il est vide, il n'y a pas les vêtements, etc. En malasot, même si on a travaillé, même si on a fait le maximum, il n'y a pas, on doit s'en remettre aux mosdot qui peuvent donner aux synagogues, etc. Là, il y a une mitzvah. Mais sinon, a priori, un homme, il dépend de Dieu, et Hachem lui fait sa part à ça. Et puis, il dépend de Dieu, il fiche l'autre, évidemment. D'accord? Chacun avec son. Un, il est vendeur, l'autre, il est salarié quelque part, l'autre, évidemment. Mais l'idée, c'est qu'il y a pas de mitzvah de dépendre des autres au niveau de l'argent. Il n'y a aucune mitzvah, a priori. D'accord? Très bien. Ça, c'était un passant. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que la matérialité, donc on a bien compris, on est dans nos deux colonnes. Hein, d'accord? D'un côté, on a le chametz, donc tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui est superflu, tout ce qui est donc le confort, d'accord, plus qu'il n'en faut, au-delà du strict nécessaire. Et on a de l'autre côté l'aspect matzah. Très bien. Et ça va nous aider à faire un bilan de notre vie pour se préparer à la fête de Pessah pendant un mois. D'accord, d'avoir ça en tête. Et l'idée aussi, c'est que du côté du chametz, en fait, la vie va être justement centrée autour de cette acquisition matérielle. Ça, c'est vachement important comme notion. C'est que le confort, en fait, il va nous donner le goût de quelque chose d'agréable et de superflu. Et ce goût-là, en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est tellement fort qu'on n'a pas envie de retourner à la situation où on était avant sans ce confort-là. C'est très, très dur. Et d'ailleurs, Chachamim, ils le disent. Une femme, faire très attention à la femme qu'on épouse. Une femme, il faut bien regarder le niveau de confort qu'elle a vécu chez ses parents. Parce qu'il faudra lui assurer le même niveau. Sauf si elle a décidé, je suivrai mon mari dans n'importe quelle situation, peu importe le niveau de confort. Il y a des femmes comme ça. Mais sinon, en général, une femme, on ne peut pas lui donner autre chose que ce qu'elle a connu. Et d'ailleurs, souvent, elle cherche le niveau de confort qu'elle a vécu à la maison. Première règle. Deuxième règle dans le confort, notamment au niveau de la famille ou des femmes, quand on a habitué la femme et les enfants à un certain niveau de confort, par exemple, on part en vacances ou pas. On part en vacances l'été, des fois, mais on part en vacances 2 fois. On part en juillet, dans un endroit, on part en juillet, en août. On part au sport d'hiver l'hiver. Dès qu'on peut, on a un week-end, Shavuot, ou je sais pas quoi, tac, on prend 2 jours, 3 jours dans un hôtel, avec des amis, organisés, on fait la fête là-bas. On part, on bouge, on visite des pays.
C'est un niveau de confort. Il y a des gens, ils voyagent jamais, soit parce qu'il n'y a pas d'argent, soit souvent parce qu'il n'y a pas d'argent, sinon ils le feraient. Le restaurant. Est-ce qu'on va régulièrement au restaurant ou non? Jamais. Restaurant, ça n'existe pas. Le niveau de voiture, les enfants, on les amène à l'école, on les amène au tennis, on les amène à gauche à droite, ou non. Tout le monde en bus, tout le monde à pied, débrouillez-vous. C'est quoi le niveau de confort, en fait, qu'on donne aux bnébétos, aux enfants, aux gens de la maison, la femme, les enfants? D'accord? Pareil, standing, niveau de vie, les robes, les cadeaux à Hanouka ou pas, etc. Rahamim, ils disent, une fois qu'on a habitué sa famille à un niveau de confort, c'est assourd de leur enlever ça. C'est assourd. T'as pas le droit de toucher à ça. Tu vas les tuer. Tu vas les tuer et tu vas les faire s'éloigner de la Torah. Pas le droit. Qu'au départ, tu te maries et tu dis à ta femme, écoute-moi, il n'y a pas de vacances, ou alors il y a des vacances, mais je pourrais pas les deux. Je peux assurer une vacance l'été ou l'hiver, mais pas les deux. Tu mets les choses dès le départ et la femme, elle est d'accord, elle se marie avec toi. Et les enfants, ils sont habitués comme ça. Mais si toi, tu touches, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu touches 500 000 ou 1 million comme ça, il se passe un truc à la banque ou ton oncle d'Amérique qui s'est réveillé ou quelqu'un est mort, tu n'étais pas au courant, il tombe en héritage ou quoi. Maintenant, tu fais la fiesta. Pendant 2 ans, 3 ans, tu fais la fête. Et après, ça y est, la fête est finie. Vous connaissez ça? Ceux qui gagnent des sommes folles d'argent, ils font comme ça. Vroom, vroom. Ils ont vécu comme des pauvres des années, donc ils n'ont pas fait d'argent. Il leur tombe un loto ou un truc, ils vivent ça comme des pauvres, donc ils claquent tout, et après ils retombent dans la pauvreté. Parce qu'en fait, ils ont toujours été pauvres. Parce qu'être riche, c'est un état d'esprit, vous comprenez? C'est une vision, c'est un état d'esprit, puis après, c'est des actes qui font qu'on est riche ou pas. Donc, voilà, tu as habitué tout le monde à être super, à être dans un super niveau de confort, et maintenant, ça y est, la fête est finie. On redevient, voilà, le SMIC ou je sais pas quoi, RSA. Bientôt, c'est fini, c'est 12 mois, il a dit à Tal, ça y est, la fête est finie, hein, là-bas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut faire très attention. Le niveau de confort que tu donnes, tu rentres dedans, ça, c'est une notion sur le Khametz. Ce qui est superflu, tu rentres dedans, tu sors pas. C'est quoi, tu sors pas? Tu sors, mais tu tues tout le monde. Et même toi, en fait. Même toi, quand tu te rends tout seul dans un niveau de confort, par exemple la voiture. Vous connaissez l'histoire du... C'est l'histoire d'un mec. Vous connaissez l'histoire du gars qui prend sa bagnole pour aller chercher du pain à 150 mètres? Vous connaissez pas cette histoire-là? C'est de la folie. La boulangerie, elle est à 150 mètres. Moi, je les vois, c'est ici, là où j'habite. Même à Paris, c'est comme ça. La boulangerie, elle est à 60 mètres, 64. Il prend sa voiture. Il va, il se met en double fil, il range tout le monde, d'accord? Il se met en double fil, il achète ses croissants, son truc, et là, il fait demi-tour, il retourne se garer en bas de la maison. Il claque Pourquoi? ça. Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui se passe? T'as pas des jambes? Hachem, il t'a créé avec des jambes, marche. Non, mais l'idée, c'est, ok, tu voyages, tu travailles, tu as des rendez-vous loin, tu prends une berline qui monte à 200, j'ai pas de problème, mais pourquoi tu vas acheter du pain à 150 mètres? Pourquoi tu prends ta voiture? Et moi, je l'ai vécu. Moi, je vivais à Paris, ici, moi. Maintenant, j'ai de nouveau une voiture en Israël pendant 15 ans. Là, ça fait 17 ans que je suis là. Pendant 13 14 ans, j'avais pas de voiture. Depuis 3 4 ans, j'ai trouvé un nouveau système pour avoir une voiture. Mais à Paris, je me souviens, bon, depuis l'âge de 17 ans, j'ai des voitures, d'accord? J'ai toujours eu ma voiture. Et c'est une maladie. Tu n'as plus de jambes. Tu n'as plus de jambes. T'es plus capable de prendre le métro ou le bus. Bon, aujourd'hui, je parle pas parce que je pense que c'est compliqué. La kippa, faut pas trop la montrer. Vaut mieux mettre une casquette. Les tzitzit, faut les rentrer. T'entends, il y a tellement d'agressions. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans cette idée où c'est superflu et confortable la voiture. Aujourd'hui, c'est une question de survie. D'accord. Donc c'est beaucoup plus une question de survie aujourd'hui d'être en France en voiture plutôt que d'être dans le métro ou dans les bus. Ça, c'est évident. Mais je parle maintenant, voilà. Pourquoi tu prends ta voiture alors que la Macolette, la boulangerie, elle est à 100 mètres, à 150 mètres ou 200 mètres marche? Même 500 mètres marche. Même ça, même un demi-kilomètre marche. Tu comprends ou pas? C'est fini. Tu t'es fait avaler. Le confort, le Hametz, et maintenant il faut comprendre que le Hametz, en fait, c'est Pessar, c'est rattaché à Paro, en fait. C'est le Yetzirah, en fait. C'est-à-dire que le Hametz, c'est pas le Yetzirah, le Hametz. Le Hametz, c'est la poignée. Écoutez bien, comme c'est précis, hein, cette définition, elle va vous amener au bout du monde, cette définition. Le Hametz, c'est la poignée de la porte qui permet au Yetzer Hara d'ouvrir la porte et de rentrer chez toi. Voilà, ça.
Paro, il a essayé d'esclavagiser Yaakov Avinu. Il n'a pas réussi. Pourquoi? Je crois que c'est un Midrash qui disait, il dit, je comprends pas. J'arrive pas à l'attraper. J'arrive pas à le convaincre. J'arrive pas à le soudoyer. Yaakov Avinu, les femmes, oublie. Rachel, Imenu, Léa, fini. Ça t'intéresse pas. Il regarde pas les femmes, il rêve sur rien. Tu lui as envoyé 1000 femmes, il s'en fout. C'est des pierres pour lui, c'est des armes. Les jeux, tu vois, Yaakov Avinu, allez hop, poker, tac. Il te sort un truc. Poker, canasta, rami. Ouais, j'ai beaucoup joué. C'est mort. L'alcool, allez bien, on fait une petite soirée, Yacobi, on va le saouler et on va lui dire, tu sais, je peux donner beaucoup d'alcool si tu veux, marche avec moi. Rien du tout, Yacobi ne boit pas d'alcool. Qui douche, Avdallah, Purim, Pessah. C'est tout. C'est des verres de vin qui sont protégés, ça. Y a rien, il se passera rien avec ça. Kidouche, t'es avec tout le monde. Tu fais kidouche, tu vas pas te saouler avec un kidouche. Avdallah, t'es avec tout le monde, d'accord? Toute la famille. Tu vas pas commencer à faire la fiesta, à danser sur la table avec un demi-verre de vin, là, à Avdallah. OK? Pessah, t'es tellement obnubilé. Attends, assis bas, pas assis bas. Attends, elle est où la feuille de salade, etc. T'as pas le temps d'être bourré. T'as pas le temps. Parce que t'as un date tellement fort, t'as une intention tellement puissante sur le CDR que même le verre de vin, il essaie de t'attraper, mais il n'y arrive pas. Tu comprends? Donc, t'es protégé par les mitzvot, t'es protégé par la Kedusha. Par contre, t'es au boulot. Ah, il faut fêter, c'est le centième client. Ah oui, ça y est, la boîte, elle a fait le million, hein. Monsieur Chiche Sportif, vous allez rester avec nous après le boulot. On fait une petite bouteille, hein, d'accord? Très bien. Mais ce qu'ils t'ont pas dit, c'est qu'après la bouteille, il y a aussi, ils vont emmener des filles, c'est la centième. Ça se fête, monsieur Chiche. Ah, tu vas voir la fête qu'elle va te faire ta femme quand tu vas rentrer. Avec la cravate comme ça, le bisou ici, le truc, les odeurs de parfum. Ça va être une autre danse à la maison. Elle t'attend ta femme. D'accord? Tu vas voir. Ça va être la folie. Donc ça veut dire quoi? Là-bas, c'est Chametz, l'alcool qu'on va te servir. À la fin, on ferme la devanture, on ferme le bureau, on fait venir les filles, l'alcool, là-bas, c'est Chametz. Là-bas, tu vas tomber. Pas protéger le verre de vin là-bas. Et ça va très vite, hein. Il y a une histoire affreuse que je vais vous raconter, mais vraiment, mais ça vous soigne de boire de l'alcool, mais à vie. Il y a une femme ici et un mari, et un mari qui a bu un verre de trop dans un kidouche. Je dis, bon, c'est protégé. Oui, mais le problème, c'est qu'il a bu un verre de trop. C'est un kidouche, tu bois voilà, tu fais kidouche, le vin, tu bois un peu de vin, de quoi être quitte et c'est fini. T'as même pas besoin de boire plus de 8 centilitres, en fait. Mais il a bu, lui, au kidouche. Il est rentré à la maison, il s'est énervé, il a cassé un bout de la porte de la salle de bain. Sa femme, elle a eu peur. Qu'est-ce qu'elle a fait en Israël? Qu'est-ce qu'elle a fait? La pauvre. Elle s'en veut jusqu'à maintenant. Et lui aussi. Donc lui, bourré, il rentre, il crie, elle croit il va la frapper. Bon, apparemment, il va prendre de Shalom Bay, d'accord? C'est une histoire vraie qui a fait le tour de tout Jérusalem. Elle appelle la police. Erreur fatale. Et elle dit, mon mari veut me frapper, mon mari, etc. Et à l'époque où je suivais cette histoire, c'était il y a 2, 3 ans, pendant 1 an et demi, 2 ans, et ils l'ont maintenue en prison, ils l'ont maintenue à l'écart de sa femme, et elle suppliait, je regrette, je retire ma plainte, je regrette ce que j'ai dit, etc. Non. Vous avez dit ça, c'est un homme dangereux, il est dangereux pour vous, etc., etc., sans arrêt des gardes à vue, des trucs, des machins. Une horreur, une horreur. Ils ont vécu un truc. Pourquoi? Un verre de vin ou t'as bu de la boufra ou je sais pas quoi, de trop. Hametz, ce qui n'était pas nécessaire. Le confort. Tu as voulu jouer la carte du confort. Le confort alcoolique. Le confort alcoolique, ça peut te coûter un foie, hein. Stéatose, cirrhose, stéatose, cancer, les trottes. Parce qu'après, il te faut une grève du foie. Très grave. L'alcool superflu, c'est très, très grave au niveau de la santé. Donc, ça veut dire que tu vois que ce qui, a priori, te donne un niveau de vie, une matérialité, tu vois, quelque chose d'agréable dans la vie, tu vois, quelque chose de mieux, tu vois qu'en fait, c'est un danger qui ne dit pas son nom. Un jour, il se retourne contre toi. D'un coup. Ah, maintenant, il faut payer. Parce que le Yetzer Hara, il se sert de tous tes petits conforts personnels pour ouvrir la porte de chez toi
il rentre chez toi. Et pourquoi l'Yetzirah, il veut rentrer chez toi? Il veut prendre le contrôle. Il veut prendre le contrôle, il t'attrape au cou comme ça, il te met une laisse. Comme le Midrash il dit que Paro, il a attrapé les bénis Israël au cou. Il les a attrapés au cou. Il les a mis en laisse. Parce que les petits-enfants de Yaakov Avinu, bon, ils avaient plus le Rochem, ce qu'on appelle, ça veut dire l'empreinte. L'empreinte de Yaakov Avinu, ils avaient oublié déjà. Ils n'étaient plus influencés par la sainteté, par la propreté spirituelle, la pureté de Yaakov Avinu. Ça y est, c'était loin déjà. Donc ils ont vu Paro avec sa pierre, là, comme on l'a dit avant le cours. Ah ben Paro, on va t'aider, tu peux pas construire tout seul. Les Bnei Lévi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais laissez-le tranquille, ça va pas, non? Vous n'avez pas autre chose à faire? Il y a la Torah. Il y a la Torah. Asseyez-vous, étudiez la Torah pour l'Olam Haba. Qu'est-ce que vous allez aider Paro pour les Harem Miskanot? Miskenim, matin. Vous êtes des pauvres, Harem Miskanot. Qu'est-ce qu'on s'en fout des villes de trucs pour mettre le blé là-bas? On n'en a rien à battre, on s'en fout. Étudier la Torah. Ah non, il faut aider Paro. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas intéressé par le strict nécessaire. La Torah, c'est quoi? Le strict nécessaire. Rabbi Shimon Bar Yochai, il rentre dans la grotte. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau. Il y a pas à manger. Il n'y a pas de McDo. Il n'y a pas de Macolette. Il n'y a pas de pharmacie. Il n'y a rien. Il rentre et dit à son fils Elazar, ben Rabbi Shimon, il dit, ici, on va étudier et on va vivre ici. Rabbi Elazar, il dit, attends, papa Rabbi Shimon, attends, il n'y a pas une Macolette. Si je me coupe, il n'y a pas de pharmacie. Il n'y a rien. On va mourir. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Ici, on ne pose pas de questions. Si tu poses des questions, tu sors. Leitraut. Voilà. Au revoir. Si tu veux t'asseoir et étudier la Torah, tu t'assois, tu étudies la Torah, tu poses pas de questions. Comment on va vivre? Comment on va payer le loyer? Comment on va éduquer les enfants? Comment on va payer les écoles? Tu poses pas de questions. Assieds-toi, étudie. Il y en a un qui, Hachem, il t'a dit, tu t'occupes de ma Torah, moi je m'occupe de ta vie. C'est fini. Tu t'occupes de sa Torah, il s'occupe de ta vie. Bon, attendez, c'est facile à dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. D'accord? Et évidemment que tout le monde n'est pas à ce niveau-là. Il y en a, ils sont obligés, ils vont travailler toute la journée, ils font du feuille le soir. Il y en a, ils travaillent toute la semaine, et puis ils étudient le Shabbat. Encore une fois, je ne suis pas là pour. Je suis pas en train de faire de la morale ou d'édicter comment on doit vivre, pas du tout. Chacun, ça c'est vous et votre rabbin, et moi je donne des impulsions, d'accord, électriques pour amener à une réflexion très enrichie pour préparer une fête. Je ne suis pas en train de trancher des halakhot pour votre vie, hein, ici. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Hametz, en fait, c'est la porte d'entrée du Yetzirah. Et comment il fait le Hametz pour t'enfermer, en fait, et que tu sois à la disposition du Yetzirah? Le Hametz te fait croire que sans lui, tu vas mourir. Donc c'est exactement le contraire. Le Hametz, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire, qui est inutile à la base, et que je rajoute pour améliorer un confort indépendamment de ma survie. Mais plus je vais augmenter la masse de Hametz, la masse de confort, la masse de matérialité, et plus en fait, le fait que je vais m'y habituer va me donner l'idée comme étant vrai que je ne peux plus vivre sans ça. Si j'ai plus ça, je vais mourir. D'où ça vient ça? Je vais vous dire d'où ça vient. Ça vient d'un principe qu'on a vu hier, dans le premier cours. Un homme, il aime ce à quoi il est habitué, et un homme s'aime soi-même. Donc, c'était bien ça. Ce avec quoi je vis, et c'est en résonance avec le fait que c'est interdit de diminuer le niveau de vie de notre famille auquel on est habitué. Ce avec quoi je vis, je m'y suis habitué, et c'est devenu moi. Donc, je ne peux plus m'en séparer. C'est-à-dire que vous avez un autre exemple mieux que ça, que le téléphone portable aujourd'hui. Notre téléphone portable, c'est nous. C'est notre nom, c'est nos contacts, c'est nos réseaux sociaux, c'est nos photos, c'est nous. Vous savez, des fois, aujourd'hui, vous savez, il y a la notion d'être addict, d'accord? Ça veut dire comme une drogue, ok? Donc, il y a addict à l'alcool, dépendant, d'accord? Dépendant de l'alcool, dépendant des films pas propres, dépendant de certaines images, dépendant de certains concepts. Et il y a aujourd'hui la dépendance au téléphone portable.
Ils ont fait des expériences chez les adolescents, d'accord, qui passent des heures sur les réseaux sociaux, etc. Ils leur enlèvent leur portable, ils ont des bouffées d'oxygène, ils respirent plus, ils sont au bord de la syncope, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est nous, notre téléphone portable, c'est nous. Et que si on nous le prend, si on nous le vole, si un enfant il le fait tomber dans l'eau, etc. Regardez comment on est perturbé quand il y a un accident où on perd notre téléphone portable et on n'a plus les contacts, on n'a pas la mémorisation, on n'a pas les téléphones. Regardez comment on est perdu pendant plusieurs jours. Ah, j'ai perdu ça, mince. Et comment ça? Mais faut que Et puis toutes mes photos qui étaient dedans, comment je vais faire, etc. Ou simplement, on n'a rien perdu, mais on doit juste changer de téléphone parce qu'il est en panne le premier. Regardez la perturbation atmosphérique dans laquelle vous rentrez pendant plusieurs jours. Passer des heures, alors comment il marche le nouveau? C'est en fait, ouais, c'est incroyable. Ce niveau de personnalisation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Hametz, à travers le fait qu'il va m'habituer, en plus c'est très fort parce qu'il y a la notion de shochrad, il m'achète le Hametz. Le confort, il m'achète parce qu'il me donne. Il me donne une vie agréable, il me donne des déplacements plus rapides, il me donne, voilà, de pouvoir, il me donne des capacités énormes pour vivre une vie exaltante et vivifiante avec plein de contacts, plein de gens. Ça m'achète. Ça fait qu'en fait, ma vie, elle est là. En fait, sans ça, je vais mourir. Sans ça, je vais mourir. Et c'est faux. Sans ça, tu vas très bien vivre. Tu vas même mieux vivre sans ça. Et le problème, c'est que il- en faisant ça, en nous disant que sans lui, on va plus vivre, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, puisque sans moi, tu ne peux plus vivre, donc, en fait, je suis le centre de ta vie. Donc, la matérialité, la gashmiut superflue, devient en fait le centre de notre vie. Et du coup, on rentre dans un esprit d'acquisition en fait, d'acquisition de moyens, écoutez bien ça, par opposition, écoutez bien ça, à ce qu'il y a de l'autre côté dans la matzah, par opposition au devenir, donc, ce qu'on dit en philosophie, deviens ce que tu es. C'est-à-dire, ce que dit le Maharal de Prague, Kol HaChaim, toute la vie, Ze Latzet Mina Koach El Apoal. Maharal de Prague, c'est très connu, hein. Kol HaChaim, toute la vie, c'est quoi, quel est le principe fondamental de toute la vie, sur lequel raisonne toute la vie? Kol HaChaim, c'est Latzet, sortir, Mina Koach, depuis la force Koach, c'est force, mais en fait c'est potentiel, El Apoal, jusqu'à l'œuvre, c'est-à-dire la réalisation des potentiels. Toute la vie consiste à passer du potentiel au réel. J'ai un potentiel qui se présente dans ma vie, j'ai les ressources et les moyens pour le réaliser, je passe à l'action, je réalise ce potentiel. Le potentiel a disparu, la réalité est apparue. Un enfant, il est potentiel, il doit passer au réel, il doit devenir un adulte. Et le problème du Hametz, c'est qu'en nous bloquant dans l'acquisition démesurée, parce que c'est une drogue, en nous bloquant dans une accélération infinie d'acquisition de matériel pour augmenter le confort. Sans s'en rendre compte, on est en train de se droguer à quoi? On se drogue au potentiel, aux moyens. Au début, je veux de l'argent pour manger. Après, je commence à gagner de l'argent, je mange à ma faim, je veux de l'argent pour m'habiller mieux, manger mieux. Je veux maintenant de l'argent pour m'acheter une voiture. Maintenant, je veux de l'argent pour une maison. Maintenant, j'ai compris comment ça marchait l'investissement. Donc, mon argent, je ne veux, ça y est, j'ai tout chaque mois. Donc, je veux plus de l'argent pour rassasier mes besoins primordiaux, vitaux. Je veux de l'argent pour avoir de l'argent. Utilité. J'empile, j'empile des potentiels. L'argent, c'est un potentiel. C'est un moyen de développement, l'argent. Mais je ne le développe plus rien. Je ne passe plus du potentiel au réel. Je passe du potentiel pour avoir du potentiel pour avoir du potentiel. Vous savez, je me suis mis récemment à l'éducation financière. D'accord? Ce qu'on appelle l'éducation financière. Comment on construit un self-made man, d'accord, américain? Comment est-ce qu'on... Bon, renseignez-vous, c'est quoi, pour ceux qui savent, je pense, l'éducation financière, en quoi ça consiste, d'accord? Les investissements, etc., comment on passe de 0 à 1 million en un an, etc.
tous les principes sur lesquels fonctionnent les richissimes hommes d'affaires du monde, etc. Et en fait, c'est bon, c'est incroyable ce système. Bon, ça marche. Franchement, ça marche. J'ai compris que si je m'y mets, voilà, dans un an, 2 ans, 3 ans, je vais crever le plafond, je vais avoir des millions. C'est mécanique. Donc, c'est très simple. Ça marche étape par étape. Franchement, quelqu'un qui s'éduque financièrement, il ne peut que réussir. Il ne peut que devenir riche ici. Le problème, c'est qu'en fait, c'est totalement Hametz. Mais totalement. On tombe complètement sur la coupe de paro. C'est-à-dire que c'est une culture du potentiel exponentiel à l'infini. C'est tout. Et donc, on arrive en fait à, en finance, ce qui est très connu, à la, c'est pas l'élucubration, c'est la, mince, c'est la, comment on fait quand ils font des investissements sur investissement sur investissement financier, c'est des, oh, je sais plus, c'est pas de la subvention, bref, j'ai oublié. Bon, on arrive en tout cas au système financier aujourd'hui qui tient le monde, d'accord? Ceux qui savent un petit peu comment ça marche, les banques, tout le système financier. La spéculation, voilà. On arrive en fait dans la spéculation financière à fond les ballons. Et la spéculation financière, c'est vraiment, vraiment l'expression d'une vie de Hamas. Vraiment. Ah, c'est sûr, on a beaucoup d'argent, d'accord? On a beaucoup d'argent. Qui est un peu faux d'ailleurs, parce que souvent ça repose sur des bulles financières et souvent ça repose sur un surendettement en fait de la personne auprès des banques, d'accord? Pour éviter les impôts, tout ça, dans le système. Mais en fait, on est à fond les ballons. C'est une culture du potentiel. Donc ça, c'est important de comprendre ça aussi. D'accord? Amputer de l'argent. Bon, on va avancer parce qu'il est déjà tard. On va se donner encore un quart d'heure parce que je voudrais avancer. Après, donc évidemment, le Khametz, ça résonne, comme on l'a vu, sur le Yetzirah, sur la pureté, sur, voilà, sur l'écran qu'il y a forcément. Forcément, si mécaniquement, en faisant un certain nombre d'investissements, vous avez de l'argent automatiquement, pratiquement sûrement à la fin de l'année, il est évident, c'est très difficile de se dire, bah, en fait, la masse d'argent que je lève, elle dépend de la chaîne. Même si on se le dit, même si on est pratiquement, même si on fait recherche Ana, même si tout ça, mais concrètement, on voit bien que ce qu'on a investi, d'après les leviers, d'après ça et ça, à la finale, ça nous donne de l'argent et donc c'est très difficile. Ça crée vraiment un écran, le confort crée un écran entre nous et HM. Donc maintenant qu'on a bien travaillé sur toutes ces notions-là, alors je vous pose la question à vous comme ça, en passant. Est-ce que c'est nouveau pour vous, tout ce qu'on vient de voir? Est-ce que c'était pas nouveau, mais c'était bien de le réviser, ou est-ce que vous avez rien appris, en fait? Non, c'est bien d'apprendre et de vous écouter sur ces aspects-là. Au contraire, il y a toujours une précision de plus à apporter à un Ouais, décryptage. ça réveille quand même des choses. Ouais, ça réveille un. D'accord. C'était pas. Ah, Ces choses-là, c'était pas évident quand même pour vous. C'était pas des choses si évidentes que ça, quoi. À ce non, point-là, que le Hamed, c'était ça, le fait qu'il soit au départ, il montre sa face accueillante, serviable, chaleureuse, et qu'en fait, au fond, c'est un poison fini, quoi. Ça, c'était moi, pas clair comme ça chez vous? si en partie, mais je l'associais essentiellement à l'orgueil, quelque part. Oui, Et alors, le Hametz, tout à fait, le Hametz dans les Midotes. Le Hametz dans les Midotes, effectivement, c'est l'orgueil. Comment on appelle un orgueil en hébreu? Gas, roi. Gas, ça veut dire gonfler. Il a ouais, c'est l'esprit. l'image que vous avez pris beaucoup de soufflure dans la Voilà. pâte. Ça ne peut pas de prendre des dimensions. Voilà, qui sont, voilà, le type, il n'est pas à sa place. Il est gonflé, le bonhomme. Exactement. On dit d'ailleurs, il a la tête qui passe pas les murs, il a les chevilles qui enflent. On dit que des choses qui montrent l'aspect gonflé de quelque chose de manière inutile. Ben, inutile. Dis ce que tu es et profite de ce que tu es et c'est tout. Et deviens plus. Quand tu seras plus, tu pourras dire plus, mais ne dis pas quelque chose que tu n'es pas. C'est pas le contraire de ce que de la anava. La anava, ça veut dire Aram, il dit c'est quoi la anava? La anava, c'est quoi? C'est comment on appelle ça? Voilà, j'ai trop de mémoire là. Comment vous appelez la anava en français? Quoi en français? La anava. Le travail? Non, ah non, c'est Avoda. Non, Anava, c'est La- quelqu'un qui est discret, Voilà, l'humilité. c'est humble, l'humilité. Voilà. Voilà, Moshe Rabbeinu. Voilà, ouais, ouais. Anav Mikol Adam. Anav, plus humble que tous les hommes. Les sages, ils disent, c'est quoi la Anava?
c'est Amakir et Mekomo. Qui est humble, c'est celui qui connaît son niveau, il connaît sa place. Ça, je peux le faire, et ça, je peux pas le faire. Ils ne vendent pas à gauche, à droite, qui peut faire plein de trucs, et puis dès qu'on vérifie, en fait, le bonhomme, il est incapable. Oui. Marc, vous avez une question? Non, non, pas pour l'instant. Ah, d'accord. Marc, c'est clair? Ça va? Ah oui, c'est très clair. C'est en plus très intéressant. Maintenant, est-ce qu'on ne tombe pas aussi dans ce sujet où Euh, effectivement, le Hametz, bon, à la base, le Hametz, pour nous, c'est la nourriture, c'est le blé, c'est les galettes, etc. Enfin, c'est le contraire de la galette. Mais ce que vous avez expliqué ce soir est très intéressant, l'approche. Mais est-ce que, quelque part, le juif qui a des envies, des passions, pas forcément négatives, hein, Ah une ouais. personne qui adore les voitures, qui aime les voitures, qui aime l'automobile et qui a envie de se faire plaisir, et puis quand il a les moyens de faire une collection de voitures, est-ce qu'il faut, alors c'est vrai, vous allez me dire, il y a des limites, mais Arrête. une personne qui est passionnée, est-ce qu'il a le droit, un juif qui est passionné de quelque chose, est-ce qu'il n'aurait pas le droit justement d'avoir ce Hametz, entre guillemets? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je vais vous dire comment moi je trancherai un petit peu l'idée. C'est que Hachem sait très bien de quoi on est fait. La meilleure preuve, c'est que c'est lui qui nous a fait. Et c'est lui qui a mis nos tendances dans notre cœur. Donc, il sait très bien que quelqu'un il va avoir tendance à vouloir faire collection de, voilà, de voitures, de timbres, de trucs, de pièces, de monnaies, etc. D'accord? Donc, évidemment, en tant que ça reste dans la halakha, celui qui fait des collections de femmes, bon, on a compris quoi, c'est Ouais, pas. Mais par contre, la collection, en fait, c'est pas moins la collection, c'est pas moins que passer une heure à jouer au tennis ou à faire de la PS4, PS5. L'idée, c'est quoi? Hachem, il nous dit, voilà, moi, je t'ai donné une Torah, ok, pour te préparer pour l'Olam Haba. Maintenant, je t'ai pas donné une Torah au Olam Haba. Je te l'ai donné au Olam Hazé, la Torah. Ça veut dire qu'en fait, même si tu n'es pas un habitant du Olamazé, parce que les habitants du Olamazé sont les non-juifs, d'accord? Nous, on hmm, traverse l'Olamazé, on l'habite pas. Mais quand même, il va falloir que tu gères, il va falloir que tu sois dans l'Olamazé. Donc, il va falloir que tu gères cette relation à la matière, en mal à sot. Maintenant, Hachem, c'est très bien, et il a mis ces tendances-là, pas par hasard. Quelqu'un, il a un problème avec l'alcool, ça veut dire en fait, il aime ça, et on a voulu dire que c'est du poison, il se vautre dedans, parce qu'il a une tendance. Quelqu'un, ça va être les femmes, l'autre, ça va être, c'est un homme, et ça va être les hommes, parce qu'il est tordu. Comme le mec qui boit de l'alcool, il est tordu, d'accord? On est tous tordus d'une certaine manière. hmm. Et puis, Hachem, il nous dit, voilà, cette tendance, je veux que ce soit avec cette tendance que tu deviennes sadique. Donc, Hachem, si par exemple, celui qui a tendance à faire une collection, en fait, c'est parce qu'effectivement, vous avez mis le doigt dessus. En fait, il investit dans quelque chose a priori d'inutile. Simplement, il est passionné, donc il aime bien, voilà, celle-là, elle Et est puis pas parfaite. c'est un plaisir aussi. Donc, c'est comme, Dieu, il a fait ça, c'est comme de faire. un monde magnifique, Voilà. avec des plaisirs humains, mais on a le droit d'avoir du plaisir à Alors, travers on a justement même ce genre le de choses. devoir, on a même le devoir On est de d'accord. dire sur cette chose et on aura des comptes à rendre si Hachem nous a donné quelque chose pour nous faire plaisir et qu'on n'en a pas profité. D'accord? Ça, c'est pas bien. D'accord. Parce que s'il nous a donné un certain plaisir, il faut savoir que le plaisir, dans ce monde-là, en fait, le confort et le plaisir, en fait, il a une utilité. Je vais vous dire quand est-ce qu'il a une utilité. Et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction. C'est quand ça devient dur de faire que de la Torah. C'est-à-dire que quand quelqu'un il est vraiment, vraiment imbibé à fond dans la Torah, à un moment donné, en fait, c'est dur. Parce qu'on est des hommes. Donc, on a besoin de faire un tennis, on a besoin d'appeler des copains, on a besoin de taper le carton. Voilà, on tape le carton avec les copains. Hmm. Et même là, je vous parle que des gens qui ont connu ça, d'accord? Mais même quelqu'un qui est Talmid Chacham, qui est né à Bnei Brak, qui a tout le temps été, il a besoin, en fait, de faire autre chose. Faire une balade On est en d'accord. montagne. Il a besoin, et Hachem, c'est. Là où Hachem, il nous dit, attention, c'est deux choses. En fait, non, c'est une seule chose. C'est que ces besoins-là, cette collection-là, il faut pas qu'en fait, et ce qu'on vient de dire avec le Hametz, il faut pas qu'en fait, elle devienne le centre de ta vie. On est d'accord. Et Oui, deuxièmement, quand ça coûte beaucoup d'argent ou de temps, il faut pas que tu rognes sur ce qui revient de fait à ta famille et dire non, non, mais là, j'ai acheté une nouvelle voiture, donc pendant un an, on mange plus de viande. Non, c'est pas la voiture. La voiture, tu la revends.
Tu en as déjà 4-5 en collection. Tu peux pas en acheter une autre. Tu maintiens le niveau de confort des gens qui sont dépendants de ta table et tu t'achètes pas la voiture. Par contre, c'est sûr que si tu peux acheter la voiture et que, en fait, à un moment donné, alors attends, là c'est très fin ce que je vais dire. Le fait d'acheter une voiture ne te coûte pas de temps. C'est-à-dire que maintenant, pour acheter ta voiture pour la collection, tu vas pas bosser 2 heures de plus au travail, qui ne sont pas nécessaires, puisque la voiture, c'est juste une collection, c'est juste une passion, donc c'est pas nécessaire, mais ça va te coûter 2 heures que tu pourrais passer au bêta ménage, ou avec ta femme, ou avec tes enfants assis à faire du créneau. En fait, le calcul, vous voyez, le calcul, c'est combien cet investissement, ça peut être des voitures, ça peut être encore une fois du tennis, quelqu'un, etc. Et c'est comme dans tout, même si on n'étudie que 2 heures, même si on n'étudie que 2 heures par semaine, parce qu'on doit travailler 8 heures par jour, parce qu'on a des grosses charges, des gros frais, mais en fait, il faut réussir à construire dans sa tête que le travail, c'est quelque chose de complètement subalterne, et le principal, en fait, c'est ma vie de Torah. C'est mon Shabbat, c'est les 2 heures que je vais étudier, c'est le Shalom Bayit que je vais passer avec ma femme, c'est le fait que je vais m'asseoir pour faire une Mishnah avec mon fils. Et c'est très difficile dans notre société, on est complètement inversé. À ce moment-là, et c'est très simple de savoir si on en est là ou pas. C'est que si demain, on arrête tout, on est obligé de vendre la collection de voitures, on n'a plus d'argent pour refaire la collection, ben c'est pas grave. Il ne s'est rien passé. Vous comprenez? C'est là que Hachem y voit, est-ce que la passion qu'on a, elle est dangereuse et dévorante, le feu dévorant, ou non? Ou non. Et il nous donne la bracha même dans cette passion. Hachem comprend très bien qu'on puisse avoir besoin de faire des choses qui ne sont pas de la Torah. Mais il ne faut pas que ça devienne le principal. Et il ne faut pas que les coûts que ça engendre au niveau de la santé, au niveau de l'argent, au niveau du temps, etc. Il ne faut pas que ça mette en danger soit nous-mêmes, soit notre famille, soit notre pratique de la Torah ou notre étude de la Torah. Voilà, c'est tout. Ça introduit la notion aussi peut-être de mesure et de limite. Les limites à ce qu'on fait, ce pourquoi on se passionne, D'accord. et les mesures qu'on s'adresse à soi-même, quelque part. Je vais vous donner Hein. un exemple chez moi, d'accord? Donc moi, jusqu'à 25 ans, j'ai vécu une vie, mais complètement rôle, d'accord? J'étais complètement assimilé. Famille d'Algérie, d'accord? Complètement assimilé. Voilà. Donc j'ai étudié, j'ai fait beaucoup d'études à l'université, j'ai passé les diplômes, etc. Après, donc j'ai fait tchouva. Bon, je passe les détails, c'était une histoire rocambolesque, d'accord? Mais voilà, moi je suis quelqu'un qui apprend énormément. Je suis très vivant, vous le voyez. Vous voyez bien comment je suis, d'accord? Je suis chaud, je suis très vivant à plein de niveaux. Et notamment au niveau donc moi, mon père, il est plutôt d'influence, on va dire, grecque, d'accord, helléniste, d'accord? Donc sport, études, musique, à fond. Donc j'ai fait beaucoup de sport de haut niveau, d'accord? J'ai fait tennis études. Mon père voulait que je sois champion de tennis, donc je faisais 8 heures de tennis par jour, etc. Et j'adorais ça. Ah ouais. J'ai fait beaucoup, beaucoup de musique. J'ai fait une école de batterie. J'ai fait 8 ans de conservatoire classique. J'ai fait des concours de guitare classique, Waouh. etc. Donc, quand vous me voyez jouer à la guitare, en fait, moi, ça fait déjà 30 ans, 40 ans que je joue à un niveau professionnel. C'est-à-dire, donc, tous les solos de guitare électrique, des rock, etc., je les connais. Si je peux vous jouer des solos et vous dites, mais c'est pas possible, quoi. Voilà, il sort d'un concert de Metallica, d'accord? Mais en fait, c'est dangereux. Non, je suis cash avec vous, voyez, je suis clair, je suis cristallin. Mais en fait, j'ai même été auteur-compositeur avec des studios, je suis allé loin dans tout ça. Mais à un moment donné, en fait, j'ai dû enfermer tout ça dans quelque chose, dans une voie cachère. Donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Donc, évidemment, pour la technique, je joue certains morceaux parce que techniquement, il n'y a que certains morceaux qui me permettent d'aller loin, d'accord? Mais j'écoute pas, par exemple, de musique go ou quoi, je m'en fous, ça m'intéresse même pas. Mais pour la technicité, etc., je suis obligé de passer par là pour apprendre certaines choses qui me permettent d'aller encore plus loin, là, dans ma capacité. Mais d'un autre côté, je fais pas de concert, mais quand je vais vous faire de la guitare à vous, bah, je vous fais, voilà, je vous ai envoyé des morceaux, c'est des morceaux de Pourim. Là, je prépare des solos sur Veishe Hamda. Vous voyez, parce que, vous voyez comment on gère le Hametz après, Hametz et Mm. Matzah. C'est-à-dire, quelque chose qui est complètement rôle, complètement Hametz, complètement truc, qui pourrait me griller ma émouna et ma vitalité dans la Torah. Avec mon projet de rendre autonome, voilà, un maximum de juifs, avec des gemarotes autonomisantes, etc. Ce feu-là que j'ai, ça fait 20 ans que je fais le même projet. Les gens me disent, mais c'est incroyable. On te voit, tu bouges pas. Tu es dans cette méthode et tu développes. Mais qu'est-ce qui va? Oui, ben voilà, je suis visté. Pour rester 20 ans, 15 ans dans le même projet, je peux vous dire, il faut avoir le feu, hein. Il faut être motivé. Mais maintenant, voilà, je fais des solos, des beaux solos, des belles musiques sur les musiques Kodesh, d'accord? Et puis le jour de Pourim, là, vous avez vu avec la guitare comme ça, mais en fait, je suis parti là où j'habite, et toute la journée, j'étais avec ma guitare,
Il y avait des bars Pourim et tout, et je jouais des musiques de Pourim dans la rue pour faire de la Simcha. Donc, vous voyez, ça veut dire un truc, c'est qu'au début, c'était Roll, parce que je viens d'une vie complètement Roll jusqu'à 25 ans. Et j'ai réussi, alors attention, pendant 10 ans, de 25 ans à 35 ans, j'ai tout jeté, j'ai pas touché une guitare. En 10 ans, j'ai fait jour et nuit que de la Torah, je pouvais pas. C'était impossible pour moi. Je pouvais pas toucher une guitare parce que c'était trop représentatif de quelque chose. Et Comment vous après, avez basculé comme ça autant? et après, tout doucement, quoi, à 25 ans? Comment vous avez basculé du tout, quoi? Ah, wow, c'est une longue histoire. De rejeter à ce point Ah non, c'est pas un rejet. vos, Ah, non, 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 non. non, bah, Non, quelque un rejet. part, non, quand vous dites que vous avez laissé votre guitare de côté et puis vous êtes mis à Ah, fond, non, alors ça, non, c'est parce qu'il a fallu que je redéfinisse totalement mon être. d'accord. En fait, je n'arrivais pas à trouver une place à cette musique, à ces capacités musicales, et j'arrivais pas. Et maintenant, voilà, j'ai trouvé une place. J'ai mon fils, il me dit, non, papa, tu peux apprendre la guitare. Donc, en fait, je veux devenir professeur de guitare. Donc, c'est intéressant. J'arrivais pas à trouver une place à la chose, vous comprenez? Et Hmm. maintenant, voilà, les choses se sont mises en place. Ça a pris 20 ans de tchouva, 25 ans de tchouva. Les choses se sont mises en place. Et voilà, et des choses même très rôles, très. On peut après, mais il faut leur donner sa place pour pas qu'elles soient dangereuses, qu'elles deviennent utiles, du coup. Vous comprenez tout le lien de Hametz et de Matzah. C'est ça qu'on va faire, c'est que avec Pessah, on va redonner sa place au Hametz, de manière à ce qu'il ne soit pas dangereux. Il est subalterne et la quantité, elle est mesurée et elle est maîtrisée. Et donc, il me sert, du coup. Il m'améliore la vie. Mais il ne devient pas ma Vodazara. Il ne devient pas mon Dieu. D'accord? Donc là, oui, je vous ai donné un exemple in vivo avec la guitare pour vous montrer le travail qu'on peut faire avec quelque chose qu'on aurait. Alors, on va essayer de passer vite fait au travail à faire, parce que là, je me suis vraiment emballé en conjecture. D'accord? Donc, concrètement, attendez, où est-ce que j'en suis de mes notes? Se séparer du Khames, d'accord? Ok, donc ça, on a vu. Tout ça, on l'a vu. Ok, alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? D'accord? Jusqu'au CDR de Pessah. D'abord, donc, vous avez compris, on fait un bilan. Sur toutes les notions qu'on vient de voir, on réfléchit vraiment profondément où on en est personnellement, on se regarde dans la glace, où on en est par rapport à le confort, la partie inutile de la matière, combien est-ce que dans ma maison, dans ma voiture, dans ma vie, en fait, j'ai une masse importante de quelque chose de confort qui améliore ma qualité de vie, et combien je suis déjà drogué à ce truc-là en me disant, mais en fait, non, je pourrais pas vivre sans ça, alors qu'objectivement, en fait, on pourrait très bien vivre sans ça. Un exemple très simple, vous avez une super voiture, et en fait, vous pourriez avoir une voiture peut-être qui roule moins vite, moins qualitative, moins routière, parce que vous faites surtout de la ville et qu'en fait, vous vous êtes fait un kiff avec une toute option, une routière, alors qu'en fait, c'est vrai qu'au fond, une Twingo bien équipée ou, je sais pas, ou 205, ou je sais plus où on en est, plutôt qu'un X5 ou un X6. Bon, d'accord, là, je vous parle à vous. Mais en fait, après, ça va sur YouTube, il va y avoir des centaines de vues. Donc, les gens, je parle pour tout le monde. D'accord? C'est ça l'idée. Moi, j'ai un fils, d'accord? Il me dit, achète-moi une BMW, une BMW. D'accord, il a 17 ans. Achète-moi une BMW, papa. Alors moi, je connais bien les bagnoles, j'adore les voitures, d'accord? Donc je lui dis, laquelle, X5 ou X6? Ah, je l'ai eu, je l'ai attrapé, il pensait pas. Je lui dis, dis-moi, la X6, c'est vraiment la voiture des voyous, t'as pas mieux? Il me dit, non, 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 en Israël, la voiture des voyous, c'est la Mercedes. Non, vous voyez, le genre de discussion que j'ai avec mes enfants, parce qu'heureusement, je connais un peu la vie. Mais sinon, non, X6, le mec, je suis pas dedans, je ne connais pas. Et donc, voilà, il me dit, ça coûte 400 000 shekels, papa, quand est-ce que tu me l'achètes? Ouais, vous voyez, les enfants. Non, mais c'est bien, parce que moi, je dis, c'est bien, grâce à vous, au moins, je sais que je suis riche. Je dis à mes enfants, je suis content, parce que grâce à vous, je sais que je suis un homme riche. Évidemment que je ne ferai pas. Mais bon, donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est quoi? C'est que combien dans ma voiture, dans ma montre? Moi, j'ai quelqu'un, il m'a dit, ouais, tu vois cette montre? Elle fait ça, un truc, et elle te calcule le truc cardiaque, etc. Voilà. Ok, très bien. Et elle coûte, je sais pas, 2000, 3000 euros, une folie. Et il me dit, bah, tu vois, ils viennent de sortir le nouveau modèle. Je lui dis, alors? Il me dit, bah, elle s'auto-connecte sur les réseaux sociaux. Je dis, OK, alors très bien, pour le truc, on s'en fout complètement. Il dit, eh ben, je vais partir à Paris pour acheter le nouveau modèle. Je dis, mais attends, tu viens d'acheter il y a un an, celle-là. Et le mec, il va se taper 600 euros de billets, ou je sais pas, 300 euros, aller-retour, pour s'acheter une montre à 3000 euros dont il n'a pas besoin, juste parce que celle-là, elle s'auto-connecte aux réseaux sociaux. Voilà, donc moi, j'avais envie de lui dire, alors va chez Elon Musk et puis il t'implante directement le truc, comme ça. Comme ça, quand on te demande l'heure, tu as juste à ouvrir les yeux, on regarde l'heure dans tes yeux, peut-être non. Non, ça veut dire, vous voyez, où, quand
quand on est perdu dans le confort. On n'a plus aucune notion de rien. Bon, c'est le bonhomme, il a acheté sa maison en Israël. Il me le dit en plus, 6 millions de dollars en liquide. Je Waouh. Ah viens ouais, chez d'accord. lui, oui, mais il n'a plus aucune notion. Je viens chez Ouais, lui c'est ça. pour un truc, il me dit, t'as vu cette maison? Là, en plus, il me le dit. Il me dit, moi, j'en ai rien à battre, mais bon, il veut impressionner à la galerie. Il me dit, t'as vu cette maison? Je dis, ouais, bon, elle est bien. Je fais plaisir, ouais, elle est bien. Il me dit, 6 millions d'euros quand même. 6 millions de. Je dis, genre, ouais, moi, je vais être effaré. Je dis, ah ouais, ouais, quand même. En liquide, il me dit, le mec, il est Oh, vite. waouh. Jusqu'au bout. Le mec, tu vois ce que je veux dire? C'est où tu es? 6 millions en liquide. Alors, Khames Rahim, quand il est chez les gens riches, il voyait tous les tableaux, tous les trucs. Il dit, waouh, c'est beaucoup d'apim de Gemara perdus, ça, hein, pour le Lamaba. Les mecs, ils avaient mal au ventre quand ils sortaient. Bon, l'idée, c'est quoi? Non, mais je dis ça pour se réveiller. Maintenant, chacun avec sa richesse. Attention, dans la Torah, quelqu'un qui est riche, il doit vivre selon ses moyens. Ça, c'est très Bien important. sûr. Ça, c'est très important de conserver cette idée-là. Mais de conserver que la richesse, Hachem, il la donne, Hachem, il l'enlève. Et la vraie richesse, c'est pas la quantité. Il y a une DA comme ça dans la Braïta, d'accord? Page 25b dans la Gemara Shabbat, là-bas en bas. Il y a une DA comme ça. Que la richesse, c'est la quantité infinie de biens. Mais c'est pas la halakha. La halakha, c'est sa mère Bechelko. C'est ce qu'il dit Rabbi Meir, d'accord? Très bien. Donc, sa mère Bechelko, ça veut dire j'ai que 1 000 euros pour vivre, eh ben, je vais faire le mois avec. Mais si j'ai 500 millions pour vivre, eh ben, je vais faire le mois avec. Ça veut dire que chacun qui va venir frapper à ma porte, ben, je lui donne. Et j'y vais au truc, je donne des millions. Parce que sa mère Bechelko, je me débrouille avec la part que j'ai. Ma part, c'est de pouvoir donner des millions, donc je dois les donner. C'est aussi dur, hein? C'est une plus grande épreuve d'être riche que d'être pauvre. Ok, donc Ouais. toutes ces tendances-là, tendance à se séparer de Dieu, tendance à devenir capricieux, tendance à fuir ses responsabilités, parce que le fait de cultiver que des potentiels, on fuit la réalité. Donc en fait, on redevient un petit bébé qui fuit ses responsabilités, irresponsable. Donc toutes ces tendances-là qui viennent du Hametz, qui viennent du confort, je dois maintenant me réfléchir. Je dis voilà, cette année, qu'est-ce qui a poussé en moi par rapport au dernier Pessah? En quoi j'ai plus de gashmiut? En quoi je suis plus drogué au confort? Dans quel domaine? D'accord? Et puis, on va faire 4 choses. Premièrement, donc, un bilan complet en me disant finalement ça, combien ça me pollue dans mon évolution spirituelle. D'accord? Le fait de vouloir toujours plus d'argent, ça m'engage à prendre toujours des nouveaux marchés ou à augmenter mes heures supplémentaires ou à augmenter mes heures avec les clients. Et en fait, ça me pollue mon shalom bait parce que ma femme me dit, écoute, j'en ai marre, quand est-ce qu'on passe une soirée ensemble? On sort pas souvent ensemble. Quand on sort, tu es tout le temps au portable avec tes patrons, tes collègues, etc. Donc, tu entends ça? Tu entends? Ta femme, elle te dit, ton chametz dans le boulot, il nous pollue notre matzah dans le couple. Ça veut dire, tu vois? Donc, voir à quel point ce confort, il te pollue dans ton évolution spirituelle qui s'appelle Shalom Bait, Chinour, étude de la Torah, pratique des mitzvot. Donc, ça, c'est concret comme travail, hein. Deuxièmement, voilà, donc ça, j'ai mélangé un et deux. Ouais, quels sont les dégâts que ça provoque dans ma vie? Très bien. Donc, un, le bilan, où j'en suis. Quel est au niveau de Gashmiut? Combien j'y suis drogué? Deuxièmement, combien ça provoque des dégâts dans ma vie et ça m'empêche d'évoluer spirituellement? Troisième point, quel est, parmi tous ces ramètres, celui qui me paraît le plus urgent, le plus vital à éliminer cette année? Éliminer, comprenez bien, qu'Hachem, le soir de Pessah, il m'enlève l'influence que cette chose-là, elle a sur moi. Que je vais voir à travers le fait que si on me dit, bah voilà, ta montre, tu peux plus vivre avec ça, tu es obligé de la donner à quelqu'un, sinon tu vas mourir. Elle va t'emporter cette montre. Ta voiture, tu es obligé de vendre ta voiture, tu prends une voiture de moindre niveau. Ta maison, elle te coûte trop, tu vas dans le mur. Tu vends ta maison, tu prends une maison de moindre niveau. De toute façon, tu as tous les enfants, vous êtes deux dans 15 pièces, c'est pas la peine. Donc tu vends, tu rembourses tes dettes, et puis tu vis une vie dans une maison avec deux, vous allez prendre 3, 4, 5 pièces à Paris, 1 million, 2 millions, tu les as. Mais tu mets la maison à 15 millions qui te coûte, qui t'envoie dans les dettes et qui va te. C'est fini. Tu es obligé de la vendre. Tu vois, c'est à comprendre maintenant le truc le plus urgent. Au fond, tu es en danger. Avec quel Hamet je suis en danger en fait? Ton couple. Ton couple, ta femme, elle te dit, écoute, tes copains, c'est bien gentil, mais j'en ai marre. Sans arrêt, des soirées de poker, des trucs, des machins. Sans arrêt, tu nous fais tes tournois de tennis, on n'en peut plus. Ou tes tournois de ping-pong, ou tes tournois de jeux, d'échecs. Tu passes des heures là-bas, il faut t'entraîner. Après, tu voyages, on ne voit pas pendant une semaine. Les enfants, ils ont besoin de toi. C'est Hamet. Pour toi, c'est un confort. T'es le meilleur joueur d'échecs de Paris, ça y est, tu fais des trucs européens. C'est James, tout ça. Il est en train de te tuer, ce James-là. Donc, voir, il y en a un qui est masique, qui fait des dégâts mortels. Lequel? OK?
Et puis, après, qu'est-ce que j'ai marqué? Voilà. Dernier point très important, le cheshbon al-nefesh. C'est quoi un cheshbon al-nefesh? Donc, c'est un calcul, en fait, c'est un bilan. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'empêche? D'accord? Concrètement, vous marquez sur une ligne, d'accord? Ce Hametz-là, donc vous le notez, d'accord? Les tournois de tennis, les tournois de trucs, les heures supplémentaires au boulot, une voiture qui va vite, etc. Souvent, bah, des fois, on roule vite, donc on se met en danger. On est chargé de famille, on a deux, trois gosses à éduquer, une femme à s'occuper, on se met en danger à 230 sur l'autoroute. C'est Hametz, c'est dangereux, c'est pas haram. C'est très dangereux. Comment? Donc, tu prends ce Hametz-là, ok, que je vois que ça m'amène, j'entends mes enfants, j'entends ma femme, j'entends au bureau, j'entends la vie, elle me dit, tu te mets en danger avec ce truc-là. Il y a un problème là. Ça crée des dégâts dans ta vie. Tu écris quatre choses. Un, sur une ligne. Avec ce Hametz-là, qu'est-ce que je gagne d'un côté? Et de l'autre côté, qu'est-ce que je perds? C'est un tableau à quatre cases. La première ligne, qu'est-ce que je gagne à gauche? Qu'est-ce que je perds à droite? Avec. Deuxième ligne, sans ce Hametz. Qu'est-ce que je vais gagner? Donc, sous-entendu si je l'enlève. Et qu'est-ce que je vais perdre? Et tu réfléchis objectivement. Et tu vois le bilan. Normalement, si tu es de mauvaise foi, tellement drogué à ce truc-là que tu veux pas t'en séparer, même en voyant ce que tu gagnes, ce que tu perds en l'ayant par rapport à ce que tu gagnerais en perdant en l'ayant pas, tu vas quand même trouver que c'est mieux de l'avoir. Mais dès que tu vas te réveiller, ça le teste. Dès que tu vas te réveiller, tu vas te désimbiber et ça, tu refais cette réflexion et ce bilan plusieurs fois par jour, plusieurs jours jusqu'au Salah Pessah. Et c'est ça, en fait, le Hametz que tu vas le soir de Pessah, c'est ça que tu vas dire à Hachem. Voilà, moi, je veux me renouveler sur ça. À partir de ce renouvellement de ce Hametz-là, tu vas me désinhiber, en fait, de tout ce qui est Hametz dans la vie. Mais à partir de un Hametz particulier. Vous avez compris comment ça marche? C'est très fin, hein, comme travail, c'est magnifique. Et donc, au fur et à mesure que tu vas réfléchir à la notion, ce cours, tu vas le revoir, tu vas prendre des notes, tu vas dire, mais attends, ce truc-là, il me pollue, c'est pas bien, ce téléphone, j'ai pas de fil, je regarde trop les Facebook, des filles pas propres, des films pas propres. Il y en a même qui regardent des films pas propres, ils mettent porno sur YouTube, pas YouTube, il y a pas, sur Internet, et ils regardent des trucs. Ce truc-là, d'accord, combien ça me pollue dans mes relations avec ma femme, etc., avec mes enfants, je vois plus les filles normales, etc. Ce truc-là, plus tu vas travailler dessus jusqu'au Seder de Pessah, et plus tu vas voir, mais la deuxième ligne, elle est évidente. Elle est évidente. Que si j'enlève ce Hametz, mais c'est évident que je vais gagner ça, mais c'est évident que c'est ça qu'il faut que je gagne. Et c'est va devenir évident à tes yeux que ce que tu vas perdre en enlevant ce Hametz, mais c'est rien du tout par rapport à ce que tu perds quand tu l'as dans ta vie. Et comment ça marche? Voilà, et donc à partir de un Hametz que tu identifies comme très dangereux, tu fais ce bilan, ce Rejbon Nefesh, ce bilan pendant quelques jours, d'accord? Plus tu vas voir que tu te réveilles, tu fais le ménage, tu écoutes les cours de Rav Laguerre, d'accord? Et ça te réveille, etc. Et maintenant, à la fin, tu dis, Hachem, tu rentres le soir, tu dis, je suis prêt, sur le Juda. Hachem, je suis prêt. Voilà, j'ai fait le bio Hametz. Et quand tu vas faire al bio Hametz, la bénédiction au moment de brûler le Hametz, etc., tu vas dire, ouais, je détruis ce Hametz-là, parce qu'il me pollue, il me détruit. J'allais mourir, en fait. Heureusement que j'ai bien préparé Pessah cette année. Et en enlevant tout ce Hametz-là, je vais comprendre, en fait, la dangerosité du Hametz. Et du coup, c'est pas, tu vas passer, du coup, toute la fête de Pessah. Tu vas faire les mitzvot qui vont te réhabituer à la matzah, à une vie sans Hametz. C'est-à-dire, en fait, on peut pas vivre sans Yetzer Hara et sans Hametz. On peut pas. Parce que la preuve, c'est que si vraiment c'était comme ça, alors toute l'année, le Hametz, on devrait nous l'interdire. Non. Toute l'année, il est autorisé. Mais, on va terminer sur ça, Sour Mera va assez tov. Tu dois t'éloigner du bien. Pardon, je comprends. Tu dois t'éloigner du mal, Sour Mera, va assez tov, pour arriver à faire le bien. C'est-à-dire, il y a quelqu'un une fois qui m'a dit, Rav, comment je peux faire? Je ne veux plus d'Yetzera. La Torah, elle a forcément une solution pour ça. Je dis oui, la Torah, elle a une solution. Tu gardes ton Yetzera, mais loin de toi. Loin. Tu t'approches pas. Tu le regardes pas. Il t'appelle, tu l'écoutes pas. Tu t'enfuis. Le meilleur combat contre les Zara, c'est Sourmera. Enfuis-toi. Et là, tu seras dans le bien. Il ne pourra pas t'attraper. Mais si tu t'enfuis pas, tu le laisses venir à toi, t'es mort. Le Hametz, c'est pareil.
Fuis le confort. Fuis-le. Parce que si tu cours vers lui, il t'avale. Par contre, si tu le fuis et qu'il te poursuit, c'est-à-dire si tu as du confort dans ta vie, mais malgré toi, je te donne un exemple. Quelqu'un, il est très Talmid Chacham, il veut avoir beaucoup, on va essayer de terminer sur ça, d'accord? Ça fait déjà 1 heure et demie. Quelqu'un, 1 heure et quart, quelqu'un, il veut avoir beaucoup de niveaux en Torah, en Kedusha, en sainteté, et il se met à jeûner, d'accord? Et ça lui convient, il jeûne facilement, etc. Et du coup, ça réduit l'appétit, l'appétence, ouais, ça réduit l'appétit du confort, de la matérialité. Il vit avec pratiquement rien. Mais il a une femme, c'est une super cuisinière. C'est un fin cordon bleu. Et tous les jours, allez, voilà, les trucs, et les pièces montées à la chantilly, c'est du vécu, hein, ma femme, elle est comme ça. C'était les pièces en chantilly, et les trucs, et les petits plats mitonnés, et des viandes non plus fines. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi la halakha? Est-ce que pour devenir Talmid Chacham et dire écoute, je jeûne, je peux plus manger. Je peux manger ce que tu me fais, mais que Shabbat le reste du temps, non? Ou non, la halakha, Shalom Bayit, dis-moi, elle t'a fait, Habibi, elle t'aime, tu vas pas la décevoir. C'est sûr, si tu dis non, je mange pas, même si t'as beau dire que c'est parce que tu jeûnes, elle va dire non, c'est parce qu'il aime pas, il n'ose pas me le dire. Donc en fait, s'il aime pas mon manger c'est moi qui l'a fait, mon manger c'est moi, donc il m'aime pas. T'es mort, t'es déjà au Beddin, crois-moi. C'est du vécu. Eh ben, tu sais quoi, c'est quoi la halakha? Tu dois manger autant qu'elle te le demande, mais dans ta tête, tu dis à Kadosh Baruch Hu, écoute, moi je mange parce que je dois faire plaisir à ma femme, mais je mange pas parce que moi j'ai envie. Moi, j'ai pas envie. C'est bon. Je vais lui dire, c'est bon, c'est excellent, je suis très content qu'il me fasse à manger. Mais au fond, toi, tu fuis ce truc-là. Maintenant, lui, il te rattrape, il est avec toi. Il fuit avec toi. Toi, tu fuis, mais lui, il fuit avec toi. Le Khamet. Mais t'as compris? Donc, en fait, il a pas d'accroche sur toi. Parce qu'un jour, elle dit, bon, j'en ai marre, je suis fatigué, aujourd'hui, je te fais rien à manger. Toi, tu vas pas sauter de joie, mais tu vas dire, ok, bon, c'est pas grave, tu feras demain, après-demain, il n'y a pas de problème. T'as compris? Toi, t'es pas accroché à ce truc-là. Pareil pour l'argent. Baba Salé, il lui courait après. Les riches, ils lui donnent de l'argent. Mais il fuit l'argent. Baba Salé, il fuit l'argent, il s'en fout de l'argent. Pas besoin. Vous comprenez l'esprit? Sourd, mais rave à cet homme. Le Hamas, le confort. On t'a pas dit de pas en avoir. Tu veux que je te dise à qui à Kadosh Baruch Hu, il rêve de donner une maison à 4 étages avec piscine, jacuzzi, terrain de tennis, home cinéma, bête à midrash inclus? À qui? Au Gdolim. Ogdolim, tous les Bnei Torah, tous les Kolelman qui sont sérieux, tous les Bnei Torah qui sont sérieux dans leur Torah, etc. Mais c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, rapidement, il va leur donner le plus haut niveau de confort. Pourquoi? Alors vous allez me dire, mais c'est parce qu'on voit, ils sont toujours en train de demander la tzedaka, ils n'ont rien dans le frigidaire, et on entend des histoires affreuses, qu'ils ont rien, ils ont pas de quoi payer leurs opérations. Bon, dans ça, je vous dis, c'est faux. Les vrais Talmidei Chachamim que je connais, ils sont tous blindés, ils ont de l'argent à n'en plus finir. Simplement, ils s'en foutent complètement de cet argent-là. Le jour où il disparaît, et ils font des misotes avec. Et je les connais personnellement, d'accord? Mais quand vous voyez qui, bon, ça c'est une autre sujet, je peux rentrer là-dedans. Mais l'idée, c'est quoi? Parce que justement, un Talmid Chacham qui est amitié dans la Torah, ok, il s'en fout de ce truc-là. Donc, Hachem, il va lui donner, il va l'accepter pour faire plaisir pas pour son plaisir à lui. Lui, il a un matelas, une table, il est content. Mais le jour où Hachem, il sait très bien que le jour où il lui enlève, il dira rien. Vous comprenez ou pas? Donc, il est protégé en fait par sa Torah. Donc, c'est évident qu'Hachem, il veut lui faire plaisir en lui donnant le confort au maximum. Vous voyez, vous voulez la meilleure preuve? C'est que souvent, ces Talmidei Chachamim, ils ont souvent un Torem qui assure tout avec un contrat Issachar et Zvulun. Donc, ils n'ont aucun problème d'argent. Ils mangent à leur faim. Ils ont des vêtements. Ils ont des appartements qui sont payés. Ils ont un chauffeur avec voiture. Des places avec des chauffeurs. Vous comprenez comment ça marche? Mais le jour où tout ça disparaît, il retourne dans une pièce cuisine avec sa femme. Sa femme, elle est contente, elle est heureuse. Ils s'en foutent complètement. Ils ont été pendant 20 ans, ils étaient avec 16 gosses dans 2 pièces. Qu'est-ce que tu comprends ou pas? C'est ça l'idée. Maintenant, c'est extraterrestre, hein, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est parce que je la connais, la vie, surtout la vie française. C'est de la folie. Hein. Ah, mais ça. C'est un extraterrestre, mais parmi nous. Bon, c'est pour vous réveiller pour Seder Pessah. Non, mais prenez au moins un Hametz que vous avez jugé qui est dangereux, travaillez dessus et vous allez voir comment ça réveille. Finalement, ouais, en fait, j'ai pas l'intérêt à garder ce truc-là. C'est en train de me tuer, ce truc-là. Ça me pollue, c'est pas bon. Vous savez combien il y a de gens dont la femme, elle est partie avec le mec, elle est partie, elle a eu des relations et puis après, elle a divorcé, elle s'est mariée avec le mec avec qui elle a construit la maison. Maintenant, c'est le mari qui a tout payé. Il a payé le promoteur, il a payé le constructeur de la maison, les matériaux, le truc.
Mais pour payer tout ça, il est au boulot, le bonhomme. Maintenant, qui c'est qui vient à la maison pour construire la maison avec la femme? Oh, bonjour, Madame Chiche, on va construire les plans aujourd'hui. D'accord? La chambre à coucher, vous la voulez comment? D'accord? Venez, on rentre pour voir. Le lit, on le met où? C'est fini. Elle communie. Elle communie avec le décorateur, avec le mec qui fait la maison. L'autre, il est tout le temps au boulot. Dès qu'elle appelle, non, mais attends, pourquoi tu me déranges? Je suis encore avec un client. Et puis, dis-moi, il faut les payer. T'es bien contente que je les paye, les traites? Ok, bon. L'autre, c'est que des paroles agréables. Il va gagner quelque chose. Donc, il est agréable avec la bonne. Mais malheureusement, c'est vrai. Alors, Ben Chetrit, il a des centaines d'histoires comme ça. Le mec part avec le promoteur. Le mec. La femme part avec le promoteur. C'est tout. C'est comme ça. C'est la règle. C'est Hametz. Tu n'avais pas besoin d'une maison à des dizaines d'étages. Tu avais juste besoin de t'asseoir avec ta femme. Le soir, lui parler. Pas forcément avoir des relations sexuelles. Lui parler. Faire attention à elle. Tiens, elle a besoin d'une robe. Pas dire, ouais, prends la carte bleue. Allô, ouais, non, combien le cacao? Non, ça va descendre. Vendez, vendez. S'en fout, ta femme. Raccroche. Ne donne pas la carte bleue. Prends la voiture. Amène ta femme. Chérie, tu veux qu'on achète une robe? Je passe 4 heures avec toi dans les trucs. Sans téléphone. On débranche le téléphone. On est tous les deux maintenant. Chérie, qu'est-ce que tu veux? C'est du vécu. Hein. Oh, c'est Khamed, la carte bleue, la grosse maison, les promoteurs, on s'en fout. Ta femme, elle te veut toi, elle veut pas quelqu'un d'autre. Si tu l'envoies vers quelqu'un d'autre, c'est fini. Allez, Chazakou Baro, Merci Merci. beaucoup, Hazak Obalour. on va essayer de faire d'autres shiurim plus halakha. D'accord, Bezrat Hashem. Allez, bye. Merci encore.